Monsieur, bonjour, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse de l'actualité avec notre analyste que vous connaissez très bien, Anissé Carlos Oké. Anissé Carlos Oké, bonjour. Allez, aujourd'hui, on va se consacrer à cette actualité-là. Vous le savez, elle a été très riche, en tout cas au point de vue diplomatique, le week-end écoulé. Déjà le samedi, les États membres de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, tenaient leur premier rendez-vous depuis la naissance de cette alliance-là à Niamey. On a eu beaucoup d'images, mais aussi beaucoup de décisions prises à l'occasion et dont la principale reste quand même la conversion de l'alliance en une confédération. On va en parler. Et puis le lendemain, les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO qui se retrouvaient, c'était pour le 65e sommet des chefs d'État donc de l'organisation. Là aussi, on a pris beaucoup de décisions, mais moins d'images. En tout cas, on verra bien tout ce qui a été décidé à l'occasion là. On va aller passer à l'onde donc de l'analyse. Sur ce plateau, on va commencer déjà par le tout premier rendez-vous. Le Niger, le Burkina Faso, le Mali qui se sont retrouvés pour la toute première fois, en tout cas à Niamey, pour décider de l'avenir de leur organisation si jeune, mise en place il y a quelques mois seulement. On a l'impression que la porte est vraiment fermée derrière eux, les trois pays. On pourrait le penser, mais en réalité, il n'y a aucune organisation sur le plan mondial qui travaille en faisant en sorte que la porte soit fermée derrière elle. Donc oui, à l'intérieur, les trois États s'organisent, les trois États font en sorte d'avoir une communauté de destin. Pour l'instant, la petite guéguerre avec la CEDEAO donne le sentiment que c'est une organisation qui se crée de façon parallèle et en concurrence même de la CEDEAO. Mais dans les faits, je reste convaincu qu'en tant qu'État africain, il leur sera tout à fait difficile de vivre en autarcie. Et donc, qu'ils le veuillent ou non, je pense qu'il arriverait un moment où les États de l'AES vont se rabibocher avec les États de la CEDEAO. Mais pour ce qui concerne les discussions, pour leur retour éventuel, il me semble que la fenêtre ou la porte elle est complètement close. Elle n'est pas close. Elle n'est pas close parce qu'aujourd'hui, chacun affirme sa position et l'affirme de façon assez ferme pour donner le sentiment que, bon, on sait où on va. C'est normal, quand c'est tout nouveau, c'est tout beau. Il y a des réalités qui, aujourd'hui, laissent faire les choses et donnent le sentiment qu'on est dans le bon chemin parce qu'on prône des idées. Pour l'instant, ça ne reste que des idées. Et pour l'instant, les pays de l'AES ne prônent qu'un idéal et ça ne reste qu'un idéal. À la pratique, il y a des ajustements qui vont se faire, comme on a pu l'observer du côté du Sénégal où avant de venir au pouvoir, les présidents, Diomaye Faye et son premier ministre étaient tout à fait alignés sur l'idéologie de l'AES. Mais quand ils sont arrivés au pouvoir, il y a des réalités qui les ont rattrapés et qui leur ont appris qu'il y a ce qu'on pense. Il y a ce qu'on peut décider et il y a la réalité avec laquelle il faut compter. Qu'est-ce qui peut expliquer le changement de dénomination de statut? On est passé de l'alliance à une confédération? Ah oui, la confédération, ça installe une structure qui peut recevoir des adhérents. Et donc, les trois États de l'AES sont convaincus de constituer un noyau dur aujourd'hui autour duquel il y a d'autres États de la sous-région qui pourraient venir éventuellement se greffer. C'est dans cette perspective, en tout cas, que la confédération a été créée. Et de mon point de vue, je pense qu'on est quand même allé un peu trop vite en besogne parce qu'il faut déjà être une fédération avant d'ouvrir le champ pour créer une confédération. Mais cela reste en tout cas en termes de dénomination, etc. Mais si l'ouverture pour d'éventuelles adhésions reste à considérer, quand on voit un peu la géopolitique de la sous-région, est-ce que c'est évident aujourd'hui qu'ils aient en tout cas des gens qui renforcent leur rang? Ah non, mais on peut pas le prévoir parce que personne ne savait que ces pays-là allaient connaître des coups d'État à la chaîne et que par la suite il y aura le regroupement que nous observons aujourd'hui. Donc il y a peut-être à l'intérieur des pays qui entourent l'AES, certains qui ont encore des velléités pour
faire un coup d'État et à épouser l'idéal de l'AES. Mais comme je le dis, ça reste l'idéal et avec le temps. L'année qui s'est écoulée pour le Niger et un peu plus longtemps pour les autres États, on se rend compte que déjà, entre l'idéal qui était prôné au départ et la réalité du quotidien, il y a une petite marge. Alors, c'est vrai que par le passé, on a quand même connu, même si ça ne s'appelait pas Confédération, on avait connu quand même la Fédération du Mali, qui regroupait justement le pays qui porte ce nom-là et le Sénégal. Ça n'a pas fait beaucoup de temps avant que ça disparaisse. On a l'impression que, en tout cas, les alliances et les élans de solidarité, ce n'est pas le fort des organisations, en tout cas des pays en Afrique. C'est qu'il y a des réalités chez nous, il y a des considérations qui font que abandonner complètement sa souveraineté au profit de l'ensemble reste une opération difficile. C'est pour ça que même les partis politiques qui avaient l'ambition d'être panafricanistes n'ont pas pu faire long feu. Il y a le parti oufouettiste qui était engagé totalement sur le PDCI-RDA, qui était totalement engagé sur le panafricanisme. Il y a un certain nombre de partis comme ça qui n'ont pas pu, parce que nos États sont peu ou prou accrochés à des intérêts qui font que pour les abandonner au profit de l'ensemble, c'est un peu difficile. Est-ce que ce n'est pas antinomique de croire qu'un certain Félix Houphouët-Boigny, très appuyé par la France alors, et qui guidait, doit-on dire, ou qui régnait sur la Côte d'Ivoire, puisse avoir des convenances panafricanistes, peut avoir des bords panafricanistes, au point, je dois dire, d'adhérer à une vision qui soit contraire peut-être à des envies de la France à l'époque. Moi, je considère que ceux qui font le procès à certains présidents de croire que parce qu'ils ont des liens de coopération privilégiés avec un État, ont perdu toute jugeote et toute capacité d'appréhender les problèmes africains et de les traiter de la manière la plus pertinente. Donc, Félix Houphouët-Boigny, tout en étant un élément très important de la France-Afrique, ne pouvait pas non plus ignorer un certain nombre de réalités africaines. Et je pense qu'il avait l'ambition, comme un certain nombre de ses pairs de l'époque, de faire en sorte que nous ayons un continent qui se solidarise à travers les États et soit une sorte de confédération. Si nous avons aujourd'hui l'Union africaine, qui est l'ancêtre de l'Union africaine, qui est du moins l'héritier de l'OUA, c'est parce qu'à un certain moment, il y a des chefs d'État qui avaient pensé que l'OUA était une organisation qu'il fallait créer pour que les Africains puissent avoir une vue d'ensemble sur les problèmes et essayer de les régler. Ils n'ont peut-être pas réussi sur toute la ligne. Ils n'ont peut-être pas procédé par élan révolutionnaire en cassant tout sur les passages et en brisant tous les liens, en renversant tout, mais ils avaient essayé de faire en sorte que l'Afrique ait une voix prépondérante aussi et puisse parler d'une même voix. Oui, mais ça a été compliqué quand on voit un peu, je dois dire, ces éléments qui étaient très proches de Paris et le rôle qu'ils ont joué dans la difficulté que les États, notamment francophones, ont eu à se mettre ensemble. On connaît un peu le rôle du Gabon d'un certain Omar Bongo, on connaît le rôle de la Côte d'Ivoire d'un certain Félix Houphouët-Boigny, du côté du Burkina Faso, etc. Mais ça reste l'histoire. Et je présume que ces trois chefs d'État connaissent l'histoire et qu'ils peuvent ou qu'ils sont en train de s'en inspirer. Je pense que c'est effectivement cela. Ils connaissent l'histoire et ils s'en inspirent. Sauf que moi, je pense que ceux qui étaient au pouvoir à l'époque n'avaient pas vraiment le choix. Je crois que chacun vit son époque. Chacun vit l'histoire de son époque. Si aujourd'hui les États de l'AES peuvent faire ce qu'ils font, c'est parce que l'histoire a évolué et permet aujourd'hui, dans sa phase contemporaine, que des gens prennent le pouvoir et disent qu'ils peuvent
couper tous les liens avec la puissance coloniale et se retrouver entre eux pour prendre un certain nombre de décisions. Ces choses-là n'étaient pas envisageables il y a 40 ans. Quelle que soit la volonté d'un chef d'État, ce n'était pas envisageable. Et nous avons vu un certain nombre de chefs d'État qui avaient eu cette velléité-là et qui étaient d'une façon ou d'une autre éliminés de la scène politique. Donc c'était difficile de le faire. Parce que, il ne faut pas se leurrer, la puissance coloniale veillait sur ses intérêts et savait très bien que sans les intérêts qu'elle tire de l'Afrique, la France ne peut pas continuer d'être la puissance qu'elle était. Et donc, la France faisait ce qu'il fallait pour que cela n'arrive jamais. Et il y avait, dans les pays africains, il y avait toujours des gens qui étaient acquis à la cause de la France et qui travaillaient à saper le travail que faisaient les autres, qui essayaient de libérer le continent du joug colonial, et l'un dans l'autre, cette guerre a duré pendant longtemps, de sorte qu'aujourd'hui, avec la révolution que nous voyons dans le Sahel, on ne peut pas dire que les choses ne suivent pas leur ordre normal. C'est l'ordre normal. Toutes les dictatures que nous avions eues sur le continent par le passé étaient également normales parce qu'à l'époque, il était difficile de faire autrement. Donc, aujourd'hui, avec l'éclairage et peut-être le leadership des 3 pays de l'AES, peut-être bien que c'est une ère nouvelle qui s'ouvre à condition que ces 3 pays-là fassent les choses de manière à ce qu'il n'y ait pas d'échec dans leur tentative de créer quelque chose de nouveau, quelque chose de... Oui, justement, quelles sont les chances? Quand on voit un peu la composition, je dois dire, du groupe, quand on voit un peu le profil des 3 leaders, quand on voit un peu l'atmosphère géopolitique actuelle, quand on voit un peu les éléments en place, est-ce que véritablement ils ont des chances de prospérer dans leur projet? Ils ont des chances de prospérer dans l'immédiat. Et tout risque de rester dans l'immédiateté et dans un temps limité. Pour la simple raison que tout est bâti sur des susceptibilités. Tout est bâti sur des prises de position consécutives à la réaction que la CEDEAO a pu avoir au moment où les différents pushs ont eu lieu. Tout est bâti sur le désir de contrôler aujourd'hui le destin des 3 pays. Or, il est important de savoir que ce ne sont pas que les dirigeants qui sont susceptibles d'avoir des idées et de considérer que ces idées sont largement partagées par leurs concitoyens. Aujourd'hui, je ne suis pas très sûr que si on demande aux Nigériens, si on demande aux Maliens, si on demande aux Burkinabés qu'ils épousent à 100% ou en grande majorité ce qui se passe à la tête du pays. Il y a une sorte de contrainte qui fait que ceux qui ont envie de parler ne parlent pas. Moi, je pense que ces choses-là ne se font que en se basant sur la population qui est détentrice de la souveraineté nationale. On parle de démocratie. Si l'Union européenne a pu être construite comme elle a été sous nos yeux il y a quelques décennies, c'est simplement parce que les dirigeants ont décidé de s'appuyer sur l'autodétermination des citoyens. Il est très important que ce soit les citoyens qui votent et qui décident. Mais ça, c'est l'actualité de ces pays. Ces pays, ils ont quand même connu par le passé des dictatures et des gouvernements militaires. Je ne veux même pas vous rappeler toute l'histoire de la France avant de connaître la République. Je ne veux pas vous rappeler encore l'existence de Mussolini en Italie et tout ce que ça a pu créer, que ce soit en Russie, que ce soit ailleurs. Il y a quand même d'abord des dictatures qui ont existé et qui ont fait avancer les choses à l'intérieur du pays avant que la démocratie ne naisse pour reconnaître justement l'aura qu'elle connaît aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas donner le temps aussi à ces 3 pays de connaître d'abord leur dictature avant de connaître la démocratie? Ça, c'est une façon de voir les choses qui est difficile à envisager au XXIe siècle. Parce que l'expérience des uns a vocation à servir aux autres pour qu'ils ne soient pas obligés de reprendre tout à zéro. J'ai l'impression que la démocratie ne tourne en rond depuis. La démocratie, de mon point de vue personnel, n'est pas conçue avec les fondamentaux africains qui lui permettent de prospérer sur le continent africain. Le copier-coller que nous avions fait en 90, dans les années 90, ne peut pas donner satisfaction entièrement parce que c'est vrai, nous avons des réalités. Et au cours d'une émission ici, je vous ai dit qu'il y a un phénomène extraordinaire. C'est qu'il faut constater que les jeunes Africains
applaudissent chaudement ce qui se passe dans le Sahel, plutôt que ce qui se passe dans les pays démocratiques où on est en train de tripatouiller la Constitution à chaque fois, où on est en train de jongler avec la loi pour installer des régimes qui sont parfois pires que les régimes de dictature militaire. Donc, c'est vrai que quand on regarde ça, on dit... Le modèle que suivent les pays de l'AES aujourd'hui, ce n'est pas le modèle de démocratie. C'est peut-être ce qui se passe à Moscou, c'est peut-être ce qui se passe en Corée du Nord, où dans un État très régenté, on amène les citoyens à progresser, qu'ils le veulent ou non, vers une élévation qui profite à tout le monde. Si c'est ce que les États de l'AES essayent de faire, c'est tant mieux, mais ce sont des États qui, entre-temps, ont connu les joies et les bonheurs de la démocratie, et ça ne s'est pas effacé de la tête des citoyens. Il y en a qui sont très nostalgiques de cette période-là, et qui travailleront tous les jours à ce que cette démocratie... Peut-être le Mali, sinon les autres pays peuvent-ils vraiment se targuer d'avoir connu les joies de la démocratie. On a vu que c'est KRK, que le Niger a connu sa première transition démocratique, et voici ce à quoi ça aboutit quelques mois après. Le Burkina Faso aussi, ça a connu quand même une trentaine de dictatures et de... Oui, démocratie, mais sans alternance au sommet de l'État pendant une trentaine d'années. Et donc, depuis les années 80, une seule personne a dirigé le pays jusqu'à hauteur de 2015-2016, etc. Est-ce que véritablement ces États ont connu les joies de la démocratie? Il y en a parmi les citoyens qui aujourd'hui sont absolument convaincus. S'il y a eu le balai citoyen au Burkina Faso, c'est parce que les citoyens ont épousé les idéaux de la démocratie. Bon, donc ce genre de citoyens existe dans tous les autres États. Aujourd'hui, ils sont un peu en hibernation parce qu'ils se disent, bon, on observe ce qui se fait et on va voir ce que ça donne. Bon, si... Comme l'a fait le Mali et comme l'a fait le Burkina Faso, le Niger se donne aussi la latitude de prolonger la transition et de décider qu'à la fin de la transition, le président en exercice peut candidater. Nous sommes alors dans l'hypothèse où, dans 10 ans, les pouvoirs qui sont installés aujourd'hui seront encore royalement assis. Et à ce moment-là, on ne peut pas espérer que les citoyens se taisent tous et acceptent tous de prendre fait et cause pour une révolution de cette nature-là. Partout où il y a eu prise de pouvoir par les armes, il y a toujours une période de grâce. Mais après cette période de grâce, il y a toujours des remous parce qu'un pouvoir militaire ne peut prospérer qu'en installant une sorte de dictature de loi martiale. Et j'ai l'impression que dans tous ces pays de l'AES, c'est ce qui s'installe aujourd'hui et qui fait que toute opposition est muselée, tout syndicat est muselé, toute la presse est muselée. Pendant combien de temps? C'est toute la question. On a le paradoxe quand même que les populations applaudissent ce qui se fait ou ce qui se fait à Niamey par rapport à contrario pour ce qui se fait à Abuja ou ce qui se fait à Abuja. On a l'impression que les populations se retrouvent beaucoup plus dans ce qui se fait avec les trois pays que ce qui se fait à Abuja avec le reste. C'est exactement ce que je vous disais. Vous savez, les citoyens, quand c'est nouveau, c'est beau. Quand c'est nouveau, c'est beau. Et donc, chaque citoyen perçoit dans un coup d'État une nouvelle possibilité d'arranger ce qui, de son point de vue, constituait un problème pour le pays. Et donc, quand les putschistes arrivent, et que c'est une transition qui doit déboucher sur un régime démocratique, bon, on prend son mal en patience et on se dit, quel que soit ce qu'ils font, ils ont un temps à faire, il n'y a qu'à supporter que ce temps passe, et puis bon, on va passer à autre chose. Donc même quand on est en colère, même quand on est déçu par les régimes militaires, on se dit, bon, c'est une transition, parce que le terme de la transition généralement est fixé d'avance. On sait que c'est 1 an, on sait que c'est 18 mois ou 2 ans, mais là, nous sommes dans des gouvernements de fait qui ont décidé de prolonger ad vitam aeternam et qui ne sont pas du tout dans la logique de transférer le pouvoir à des civils. Par conséquent, ça pourrait, pendant un certain temps, donner l'illusion que c'est tout nouveau, c'est tout beau, on aime. Mais par la suite, il y aura forcément de l'usure. Parce que nous avons connu ça, nous-mêmes béninois, nous avons connu la période
révolutionnaire au cours de laquelle, pendant les 5 premières années, c'était l'enthousiasme débordant, c'était délirant même. On était très heureux d'avoir quelque chose de très innovant. Et puis, progressivement, on a déchanté parce qu'il n'y avait plus de liberté pour... Le peuple aime l'aventure et les nouveautés, visiblement. Alors, il y a quand même des chantiers sur lesquels les 3 chefs d'État se sont aventurés. Évidemment, c'est des chantiers sur lesquels, ma foi, ils ont quelques soucis. Mais avant d'aborder justement ces chantiers-là, est-ce qu'il ne faut pas applaudir justement la démarche en Afrique? En tout cas, pour ceux qui rêvent de pays qui s'unissent pour faire face à des difficultés communes, pour ceux qui rêvent de voir des pays africains qui se donnent la main, qui se serrent les coudes pour avancer ensemble. Est-ce qu'il ne faut pas applaudir ça? Alors, si on doit applaudir que les 3 États de l'AES se soient mis ensemble, il faut aussi déchanter par rapport au fait que dans un ensemble bien plus large, il y avait possibilité de travailler ensemble à une communauté de destin. Oui, mais c'est la machine est trop grosse, c'est qu'elle peut pas tourner. Mais je crois que l'impression qu'on a aujourd'hui que la CEDEAO ne tourne pas est une fausse impression. Ouais. Oui, parce qu'il faut regarder d'où la CEDEAO est partie et où elle a abouti aujourd'hui. Parce que la CEDEAO a fait énormément sur le plan économique. Et je pense que le dérapage de la CEDEAO a commencé lorsque les chefs d'État à un moment ont estimé que même sur le plan politique, il faut qu'ils interviennent et qu'ils fassent des injonctions. Je pense que c'est le protocole additionnel qui concernait les coups d'État et les injonctions dans les pays à problème qui ont complètement désorganisé la CEDEAO. Sinon, dans le fond, si l'on regarde le parcours économique de la CEDEAO, en Afrique, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. En tout cas, on verra tout à l'heure. Je veux bien qu'on s'appesantisse un peu sur ce volet-là, mais ce sera tout à l'heure. Je demandais s'il ne fallait pas applaudir ces États, justement. Oui, mais on ne peut pas les applaudir si on considère qu'ils sortent d'un ensemble qui a déjà obtenu des résultats probants, qui a déjà fait du chemin et qui a déjà installé des usages de manière pérenne. Alors, aujourd'hui, eux, ils sont en train de tout reprendre. Mais moi, je pense qu'il faut considérer que c'est du fait de leur, on va dire, de leur proximité géographique, du fait qu'ils aient un certain nombre de choses en commun sur le plan culturel, traditionnel, tout ça, et politique aussi, et que surtout ils aient en commun les difficultés liées, comment dire, aux sanctions imposées par la CEDEAO qui a paupérisé un peu la population et qui les a mis en difficulté. Donc il fallait se souder. Quand on est en difficulté, c'est très facile de se mettre ensemble pour faire front. Donc moi, je comprends parfaitement que ces États fassent ça. Maintenant, est-ce qu'en faisant ça, ils sont obligés de sortir de la grande communauté? Ça, c'est la grande question que moi je pose. Parce que je considère pour ma part qu'on peut être AES, être des États liés par des conventions particulières et continuer d'appartenir à la grande famille de la CEDEAO sans que mais si votre environnement vous pourrit votre respiration, comment vous faites? Mais je ne sais pas quel environnement pourrit la respiration. Ils ont trouvé que la CEDEAO ne répondait pas à leur priorité, notamment la sécurité. La CEDEAO est allée vite en besogne, la CEDEAO a dérapé, il faut le dire, la CEDEAO a outrepassé ses compétences et il vaut mieux discuter de ça et revenir à des fondamentaux de base plutôt que de sortir et d'aller créer une union. Mais c'est la CEDEAO qui les a suspendus, c'est pas eux qui sont partis en premier. Mais la CEDEAO aujourd'hui demande à ce que ces États-là reviennent. Donc ça veut dire que la CEDEAO elle-même reconsidère les choses et considère... Ça veut dire qu'on peut être un moment pestiféré. On peut être un moment... Les relations entre les États sont ainsi faites du moins. Les relations entre les États sont ainsi faites que il peut y avoir des périodes où on s'entend parfaitement bien, et puis il y a des périodes où il y a des remous. On fait même la guerre parfois, et puis après, on redevient des alliés. Donc, je pense qu'il y a si peu de problèmes en réalité que cela n'est pas suffisant pour partir et aller créer une confédération qui ferme les portes carrément derrière soi si, en amont, on n'avait pas des objectifs très précis au moment déjà où on prenait le pouvoir.
j'annonçais ces deux chantiers-là, hein, la question de la sécurité. C'est vrai que c'est déjà leur premier souci, et d'ailleurs même leur première raison pour laquelle d'ailleurs ils ont décidé de quitter la CEDEAO, parce qu'ils sont vraiment confrontés à des réalités d'insécurité avec des partitions au niveau donc de chacun des pays. Difficile il y a 2 ans d'aller dans le nord du Mali, difficile il y a 1 an d'aller dans le nord du Burkina, même chose pour le Niger qui même il y a quelques semaines encore subissait quelques contre-coups liés justement à ce phénomène-là. Et puis la monnaie aussi qu'ils ont décidé d'avoir en commun, de sortir du franc CFA. Je crois que c'est de vastes chantiers assez pertinents. C'est des vastes chantiers, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, les intentions. Regardez depuis quand la CEDEAO essaie d'avoir son écho. Oui, peut-être parce qu'on a un grand nombre d'avis, parce que autant de pays, autant d'avis. On a des profils de pays, des profils économiques de pays, dans un grand groupe qui ne sont pas compatibles. Et qui ne sont pas compatibles. À un niveau un peu plus micro, ça pourrait accélérer un peu, je dois dire, alléger un peu les difficultés. Et c'est pour aboutir à quel résultat? C'est ça, en fait, le problème essentiel, c'est ça. C'est pour aboutir à quel résultat? Parce que si ces 3 pays-là travaillent à avoir une monnaie, cette monnaie ne serait, quels que soient les cas de figure, plus puissante qu'une monnaie que la CEDEAO pourrait éventuellement avoir. Donc, quand on considère que les populations ont déjà atteint un niveau de brassage très avancé, cloisonner aujourd'hui les pays de l'AES et obliger les citoyens à faire des formalités particulières pour se retrouver en dehors des frontières ou vice-versa, ça crée plus de désagréments aux populations que de travailler avec les pays de la CEDEAO à normaliser les relations, quitte à ce que à l'intérieur de la CEDEAO, il y ait l'AES, c'est-à-dire une alliance entre pays du Sahel qui décident de mutualiser leurs forces et surtout leurs mines et leurs ressources minéralogiques pour aboutir à un développement rapide. Parce que ce qui caractérise ces pays-là, c'est une certaine pauvreté de la population et ça fait qu'on les classe parmi les derniers pays, on va dire, sur le plan du développement humain. Et donc, je comprends que ces pays-là puissent avoir une certaine solidarité pour sortir de ce cercle vicieux, d'autant qu'on a le sentiment aujourd'hui, avec le recul, que cette situation leur a été imposée par une puissance qui aurait pu travailler depuis longtemps à les aider à en sortir. Donc, ils prennent leurs responsabilités aujourd'hui, c'est une chose, mais moi je dis, ils peuvent prendre leurs responsabilités tout en étant membres de la CEDEAO, sans considérer que la CEDEAO est une marionnette qui est aux mains de puissances coloniales et que... Elle en donne tout l'air parce que quelqu'un a fait observer dans son raisonnement que quand la France est contre, je dois dire, un régime, la CEDEAO l'est aussi. Quand la France commence à tolérer que, je dois dire, la CEDEAO aussi ferme les yeux, on a quand même eu, même si ce n'est pas des États qui appartiennent à la CEDEAO, on a quand même eu des États qui ont eu des situations similaires avec les pays dont on parlait tout à l'heure, mais la France a quand même fermé l'œil. Je vais vous parler du Tchad qui a changé désormais d'habit. Le crier s'est converti en veste. Je vais vous parler du Gabon qui n'a pas encore réussi le coup de miracle, etc. On n'a pas vu cette France assez engagée comme elle l'a fait au Niger ou au Mali. Et bien sur la question de la sécurité, on a bien l'impression que ces 3 États ont bien fait, en tout cas, de faire chemin seul, ou tout au moins de faire bloc à 3 et d'avancer, parce que les résultats sont là aujourd'hui au Mali. Les limites de la présence terroriste ont été repoussées. Au Burkina Faso aussi, on a même c'est devenu de moins en moins fréquent ces attaques de djihadistes, même si le Niger présente encore quelques fébrilités. Alors, entendons-nous bien. Il est très clair que les puissances coloniales, je veux dire la France pour la désigner, et même les États-Unis n'ont pas joué franc jeu avec les États du Sahel. Parce qu'avec une telle puissance, avec une telle technologie que celle que ces pays-là ont aujourd'hui, on ne peut pas s'installer à demeure dans un pays comme le Niger, où on a plusieurs bases, et dire qu'on n'a pas réussi à
vaincre le terrorisme et à mettre fin définitivement à cette situation qui pourrit la vie aux citoyens. Donc, de ce point de vue, franchement, les États de l'AES ont bien fait parce qu'ils n'avaient pas eu d'autre solution pour bouter dehors ceux qui manifestement cautionnaient les assaillants qui créaient des troubles, qui avaient pour motivation, me semble-t-il, de les maintenir sur place pour des objectifs qui sont seuls à connaître. Donc, de ce point de vue, les États de l'AES ont bien fait. Donc, une fois que la France est boostée dehors, une fois que les États-Unis sont sortis, il faut quand même reconsidérer les choses par rapport aux frères africains, parce que nous sommes tous, peu ou prou, victimes d'une façon ou d'une autre comment dire, de la prédominance de la puissance économique occidentale. Donc, si aujourd'hui il y a des pays qui sont encore très imbriqués avec les puissances françaises, ce n'est pas de la traîtrise, ce n'est pas de la trahison, nous étions tous dedans. Oui, mais l'histoire est là qui les fait garder, maintenir les gardes. Vous savez très bien que le Dahomey de Mathieu Kérékou a accusé le Gabon d'avoir prêté flanc à une agression dans ce pays. Vous vous rappelez certainement que le Bénin aussi, de Mathieu Kérékou, a accusé le Togo d'avoir prêté flanc à une attaque qui a eu lieu ici. Vous vous rappelez certainement qu'on accuse aussi la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny d'avoir conçu un plan d'infiltration, je dois dire, de la gouvernance au Burkina Faso, ce qui a abouti à l'assassinat de Thomas Sankara. Quand on connaît cette histoire, on se méfie très bien de ceux à qui la France essaie quand même de se rapprocher. Je suis d'accord, mais est-ce que pour autant on va remplacer tous les chefs d'État qui ne sont que dans la droite ligne des politiques qui étaient conduites avant leur arrivée? Parce que je ne pense pas que, par exemple, un président comme Alassane Ouattara a été à l'origine des rapports nouveaux entre la France et la Côte d'Ivoire. Donc, ce sont des situations qui sont venues trouver et qu'ils ont continué de développer en fonction des réalités du moment. Mais lorsque vous avez, pendant plus d'un demi-siècle, vous avez eu des relations un peu de subordination avec une puissance condescendante qui dicte la loi et vous suivez. Il faut être prudent lorsqu'on crée un espace comme l'AES. Il ne faut pas considérer les autres comme des ennemis. Il faut juste les considérer comme d'autres victimes à qui il faut prêter main forte. Et la manière la plus sûre de se solidariser avec des frères qui sont victimes du même mal que vous, ce n'est pas de vous détacher d'eux, c'est de rester avec eux et de travailler avec eux à trouver les solutions aux problèmes qui se posent. Donc moi je pense que si aujourd'hui les États de l'AES réintègrent la CEDEAO et mettre sur la table un certain nombre de principes sur lesquels certains sont en train de rechigner à parler, mettre sur la table un certain nombre de principes et dire, bon, CEDEAO, voilà ce que nous proposons pour que nous soyons une organisation entre nous. Déjà, la CEDEAO n'est pas capable de s'autofinancer. Alors, quand c'est comme ça, on ne peut pas dire qu'elle doit être... Elle ne peut pas s'autofinancer et elle ne peut même pas avoir une force armée en attente qui soit autonome. Alors, quand c'est comme ça, il y a un problème. C'est de mettre ce problème-là sur la table et de dire, nous devons avoir une autonomie progressive et nous nous donnons jusqu'à un certain nombre d'années pour atteindre une totale autonomie et ne plus dépendre pour quoi que ce soit d'une puissance étrangère. Quand les problèmes sont posés à l'intérieur, on peut les résoudre, mais quand on se met à l'écart, quand on sort de l'ensemble, parce qu'aujourd'hui, on a des partenaires qui sont un peu peut-être en adversité avec la puissance qu'on a mis dehors, bon, on peut considérer qu'on règle les problèmes, mais en fait, on les repousse tout simplement plus loin, parce qu'il faudra à un moment ou à un autre se rendre compte qu'on est dans un même espace avec des États africains et que nous avons une communauté de destin. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas effacer ça, on ne peut pas affecter des États et les amener loin de là où ils sont aujourd'hui. Donc, cette communauté de destin est une réalité, AES ou pas, ces pays du Sahel
quoi qu'on dise, est-ce que c'est vraiment à rester avec les... Est-ce que c'est vraiment réaliste de demander à ces 3 pays de continuer à rester ou de revenir dans la CEDEAO quand on sait que c'est la CEDEAO même qui a établi ses principes? Vous ne pouvez pas être un treillis avec des galons et venir vous asseoir avec nous qui sommes élus démocratiquement entre griffes et qui sommes des civils. Ça, c'est la CEDEAO qui le dit. C'est d'ailleurs au nom de cela, de ce principe, que la CEDEAO a exclu ou a suspendu ces différents pays. Premier élément. Deuxième élément, c'est la CEDEAO elle-même qui dit si nous devons continuer à discuter avec vous, c'est que vous venez nous proposer un calendrier où vous nous dites clairement quand est-ce que vous partez de là, alors que ce sont des gens qui sont venus au pouvoir dans des conditions données et qui ne leur permettent pas tout de suite, en tout cas, de dire nous partons du pouvoir. Ça, c'est ce que la CEDEAO disait hier. Je ne suis pas sûr que la CEDEAO dise là aujourd'hui. Parce que vous voyez bien que pour choisir le nouveau président en exercice de la CEDEAO, on a dû refiler la patate chaude, on a dû demander à tout le monde de garder sa patate chaude. Parce que, d'abord, il y a des critères pour prendre la présidence de la CEDEAO aujourd'hui et pouvoir obtenir le moindre résultat. Il faut déjà être président démocratiquement bien élu, et il n'y en a pas beaucoup. Même le cas Tinubu, je crois qu'il y a même eu des contestations. Lui, il l'avait déjà, donc en lui référant ça à nouveau, c'est pas grave. Vous voyez? Donc, il faut déjà être un président démocratiquement bien élu. Ensuite, il faut peut-être avoir l'image d'un président qui n'est pas tout à fait, comment on va dire, qui n'a pas été péremptoire au début par rapport aux États de l'AES, qui a été souple, qui a été modéré et qui, parfois, permet d'établir le dialogue. Donc, tous les chefs d'État, comme le nôtre, qui avait à un moment eu une position tranchée, ne pouvait pas non plus reprendre le flambeau de la CEDEAO sans qu'il y ait tout de suite un blocage. Bon, donc, puisque la tendance est à l'ouverture et qu'on souhaite que les chefs d'État de la CEDEAO reconsidèrent leur position, il fallait donc conserver tout nouveau à la tête de la CEDEAO parce que, bon, il a beau être un peu compromis, il est quand même le visage aujourd'hui du dialogue et de la concertation. Donc, aujourd'hui, les États du Sahel ne sont pas interdits de partage avec les délégations de la CEDEAO lors des sommets. Je ne suis pas sûr qu'on interdise aux 3 présidents du Sahel de participer demain à un sommet des chefs d'État de la CEDEAO s'ils le désiraient. Donc ça veut dire que la CEDEAO, très honnêtement, a reconsidéré complètement. On va être curieux de voir une photo comme ça avec Assimi Goïta au milieu avec c'est tout à fait possible parce que je suis sûr que la CEDEAO, avec le recul, a reconsidéré les positions et s'est dit que, bon, c'est vrai, hier, il y avait une position qui avait été adoptée et c'était par rapport aux textes qui existaient. Mais ces textes, on peut les revoir et faire en sorte que la CEDEAO ne s'occupe que des choses qui concernent l'économie et l'intégration. Parlant de la CEDEAO, on va certainement arriver à cet aspect que vous développez, mais remarquons déjà que Bola Tinubu, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, a été reconduit, notamment au 65e sommet des chefs d'État qui se sont rencontrés le dimanche, donc le lendemain du sommet des États de l'AES. Est-ce juste parce que c'est une patate chaude qu'on a décidé de faire garder ça par celui qui l'a chauffé? Mais je pense que c'est ça, parce que le seul qui présentait une image assez lisse pour prendre la CEDEAO sans qu'il y ait dégraissement dedans, c'est Diomaye Faye. Et il a estimé que pour lui, c'était un peu trop chaud pour lui. Et donc, franchement, il a préféré que Tinubu gagne et qu'il ait un rôle un peu plus modeste, celui de médiateur qui essaie de concilier les positions. Donc, la raison fondamentale, je pense que c'est parce que justement, c'est une situation difficile à gérer et que le profil de celui qui prend la CEDEAO comptera beaucoup à l'avenir dans les rapports avec les pays de l'AES. On se disait que le Togolais aurait pu faire l'affaire, que même le billet
Sao Guinée aurait pu faire aussi l'affaire, même si lui aussi il a eu quelques soucis, enfin quelques positions par le passé, mais pas précisément sur la question du, comment est-ce qu'on appelle, du Niger, mais plutôt du Mali, avec ce différent entre Bamako et mettons Abidjan, autour des 47 soldats qui avaient été coincés donc dans la capitale malienne. Il aurait pu faire aussi l'affaire. Il aurait pu, mais vous venez d'énumérer vous-même un certain nombre de choses qui font que c'est difficile. C'est pourquoi je vous disais, il faut vraiment que celui qui prend une image assez lisse et qu'il n'y ait pas grand-chose à lui reprocher, d'abord sur sa façon, sur la façon dont il a été élu, et ensuite sur la position qu'il a adoptée au moment où le coup d'État est intervenu. Le premier chantier à ouvrir en tout cas pour le nouveau mandat de, comment est-ce qu'il s'appelle, Bola Tinubu en tant que président de l'organisation. Est-ce que c'est un chantier à ouvrir encore? C'est de réussir quand même à faire revenir les trois qui sont partis. Et l'intelligence des chefs d'État de cette organisation, appartenant à cette organisation, c'est d'aller solliciter le Sénégalais, qui s'est d'ailleurs même proposé, faut-il dire, faire les bons offices et aller à Niamey, à Ouagadougou et à Bamako. C'est vrai qu'il est bien élu, bien frais, avec beaucoup de crédit à son actif. Mais peut-il vraiment avoir l'oreille de ces gens tri? Oui, il pourrait avoir l'oreille parce qu'il a une proximité idéologique avec l'AES. Et ça, c'est très important. Il avait déjà, par le passé, pris fait et cause pour ce qui se passe dans le Sahel. Et le fait de partager cela est déjà un avantage par rapport à cette position de médiateur. Celui qui, par le passé, ne partageait absolument pas ces valeurs-là, celui qui combattait même l'idée selon laquelle les États de l'AES puissent prospérer en autarcie, ne peut pas être médiateur. Vous voyez bien que le second médiateur, c'est aussi le président du Togo qui, de tout temps, est resté proche des régimes des États du Sahel. Donc, cette proximité est dictée surtout par, je pense, les liens idéologiques et surtout la position au moment où le coup d'État était intervenu. Le Togolais était l'idéal, à mon sens, étant donné qu'il a cadré ses commerces avec Niamey et Ouagadougou et qu'il a réussi le miracle de la situation des soldats ivoiriens à Bamako. On pourrait, oui, penser ça, mais bon, je crois que c'est de sa responsabilité personnelle et de son désir personnel de décider de prendre la tête de la communauté, mais je n'ai même pas entendu qu'on ait cité son nom comme probable preneur de la suite. Non, on est en train de scruter un peu le profil. Peut-être que les conditions dans lesquelles la récente présidentielle a pu tourner est plus obligée à faire peut-être profil bas, qui sait. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu parce que, de toute façon, ça aurait été l'objet de critiques et on aurait mis ça en avant dans tout ce qui concernerait la CEDEAO. Parce que aujourd'hui, la CEDEAO a une image à préserver aussi si elle ne veut pas sombrer complètement. Vous savez que la CEDEAO a été maltraitée, sérieusement maltraitée ces dernières années et que celui qui est à la tête de la CEDEAO doit incarner un certain... c'est pas une certaine image du président bien élu par ses pairs, et bien élu du moins par ses concitoyens, et qui entretient de bonnes relations avec ses pairs. Aujourd'hui, Tinubu a beau être contesté dans son élection, c'était une contestation mineure, et on peut considérer que ça n'avait pas été véritablement pris en considération. Donc, d'ailleurs, la Cour suprême dans leur pays a invalidé tous les recours. Donc, bon, Tinubu apparaît aujourd'hui comme un président qui a peu ou prou été bien élu. Donc, celui qui prend cette responsabilité de conduire la CEDEAO aujourd'hui doit être véritablement sans reproche. Enfin, sans grand reproche. Et ceux qui, ma foi, peuvent encore prétendre à prendre cette présidence ne sont pas très nombreux, et qui garderaient une image intacte de la CEDEAO et ne contribueraient pas à le... mais on se dit que la dernière personne doit être normalement, si on considère ce que vous venez de dire, doit être normalement Bola Tinubu, parce qu'au plan de la géopolitique et de l'entente entre les États, je crois que son avènement a complètement, et sa prise de position a complètement dégradé les rapports
entre les États, ma foi, où les coups d'État sont intervenus. Et puis, sur les autres volets aussi, on n'a pas l'impression qu'il a un grand bilan à défendre. Il s'est joué, Bola Tinubu s'est joué sur un certain nombre de circonstances, parce que tout en étant celui qui a été le premier va-t-en-guerre. En fait, c'est lui qui a déclenché la guerre contre le coup d'État. Il avait même fait des déclarations avant le coup d'État du Niger, absolument, en disant que c'est inacceptable et que ça ne se produirait plus désormais à partir du moment où il prenait la présidence de la CEDEAO. Donc, dans la droite ligne de ce qu'il avait déclaré, quand il y a eu le coup d'État au Niger, il a été véritablement incisif. Et quand les sages, notables et autres personnalités de son pays lui ont dit qu'il y a la réalité et il y a les discours, ben, il s'est conformé un peu au désir il a écouté la voix de la sagesse et a assouplé sa position vis-à-vis du Niger. La preuve est qu'aujourd'hui, même si le Bénin, qui a fait beaucoup moins que le Nigeria pendant cette crise-là, est au banc des accusés, le Nigeria a des relations relativement normales avec le Niger. Donc, on peut considérer que Tinubu a des relations relativement normales avec le président de l'AES. Partant, il est celui qui, aujourd'hui, avec l'ancienneté, avec la gestion de ce dossier pendant au moins une année, connaît exactement ce qu'il faut faire. Et c'est quoi que c'est dans cette droite ligne qu'on a parlé de réchauffer le dossier de l'écho, qui, et contrairement à ce que beaucoup pensent, de mon point de vue personnel, a vocation à ramener les pays de l'AES qui sont dans une démarche souverainiste et nationaliste et qui rejettent le CFA. Donc, pour concilier les positions et les rapprocher, parler déjà de l'écho comme une monnaie. Mais ils ne sont pas dupes, parce que l'écho, c'est une vieille histoire qu'on n'arrive justement pas à concrétiser. On a reporté plusieurs rendez-vous, et même celui de 2027 annoncé avec beaucoup d'espoir et d'engagement ne rassure pas pour autant, parce qu'il y a encore des préalables, des conditions que ceux qui n'étaient pas partants au début sont encore toujours en train de réclamer, en train d'exiger. Ce dossier avait été pratiquement enterré avec la succession des coups d'État et on ne s'attendait plus à en entendre parler de sitôt. Si ce dossier est réchauffé, c'est parce qu'aujourd'hui, ça constitue un peu comme un point d'entente sur lequel la CEDEAO et les pays de l'AES peuvent s'accorder. Et je pense que c'est à dessein que ce dossier a été ressorti, parce que si l'écho pouvait couvrir aussi bien la CEDEAO que l'AES, on se retrouverait dans une grande communauté et les querelles qu'il y a aujourd'hui seraient réglées. Puisque, je vous le disais, la querelle fondamentale que font les pays de l'AES à la CEDEAO, c'est de s'affilier à une puissance coloniale, laquelle est détentrice de leur monnaie, qui est détentrice d'une part importante dans les transactions qui se font. Et c'est contre ça que les pays de l'AES sont en guerre. Si la CEDEAO décide de se soustraire de cette tutelle, je pense que déjà... Est-ce qu'elle en a les moyens aujourd'hui, déjà qu'elle ne finance même pas sa propre existence, qu'elle ne finance pas ses propres activités, qu'elle a besoin de commander ça et là? On a l'impression qu'on a juste établi un ordre du jour parce qu'il y avait des vides sur la page blanche qu'on devrait remplir et qu'on a rempli. Surtout qu'il n'a que 12 mois. De quelle façon pourrait-il faire vraiment avancer le dossier, Bola Tinubu? Ce n'est pas tout à fait faux ce que vous dites, parce que quand on veut avancer, ce n'est pas en essayant de parler d'un dossier, de dire on va créer un comité, parce que les comités qu'on crée, les commissions qu'on crée, c'est pour faire perdurer une question. C'est pour faire perdurer une question qui ne vous oblige pas à prendre une décision tout de suite. Et donc, quand on fait ça, c'est un peu comme une manœuvre dilatoire. Si les États du Sahel perçoivent ça comme tel, il y a fort à parier que ça ne les intéresserait pas outre mesure de venir en discuter. Et de tourner en rond. Par contre, moi, je pense qu'on pouvait demander aux pays du Sahel, venez, mettons tout sur la table et discutons. Et sur la base de ce que les États du Sahel auront comme exigence, peut-être qu'ensemble, les États pourraient trouver des solutions, par exemple, au financement autonome, par exemple, à la convergence des termes de l'échange, à
la convergence des thèmes macroéconomiques, des exigences en tout cas d'une intégration économique, peut-être qu'on peut en discuter sérieusement et trouver des portes de sortie. C'est pour ça que moi je regrette un peu que ceux qui aujourd'hui comprennent les enjeux, travaillent à changer l'ordre des choses au profit de tous les Africains, s'éloignent. Parce que s'ils s'éloignent, eh bien, il y a une majorité qui laisse tomber un peu, en laissant un peu nos États de la CEDEAO un peu dans le statu quo. Eux, ayant compris un certain nombre de choses, ayant pris résolument des décisions, ayant été courageusement dans l'action depuis 1 an, peuvent dire, ou un peu plus pour certains, peuvent dire, CEDEAO, nous revenons, mais nous avons des principes à poser, les voilà. Si vous acceptez, c'est bon, on reste. Si vous n'acceptez pas, nous partons. Alors, est-ce que la date de 2027 pour l'écho pourrait être vraiment, le rendez-vous pourrait être vraiment honoré, quand on sait que le rendez-vous de 2020, on l'a manqué certainement parce qu'un certain nombre de chefs d'État se sont opposés, des voix ont cité, on n'avait pas besoin de preuves outre mesure, l'Ivoirien Alassane Ouattara, le Sénégalais Macky Sall, et dans une certaine moindre mesure le Béninois Patrice Talon. Bon, Macky Sall n'est plus vraiment là. Il y a quand même quelques donnes qui ont changé du point de vue géopolitique avec l'avènement de Diomaye Faye et sa conception, son orientation. Patrice Talon aussi qui progressivement va vers la fin de son mandat et qui doit avoir certainement beaucoup d'autres chats à fouetter plus urgemment que l'affaire d'Eco à défendre. Est-ce que véritablement le rendez-vous de 2027 pourrait vraiment être respecté? Au regard de l'histoire de la CEDEAO elle-même et des échéances qui ont été fixées dans le temps et qui n'ont pas été honorées, on peut penser sans se tromper que 2027 pour l'écho, ce serait un peu court. Alors, si c'est un peu court, c'est que à l'intérieur même de la CEDEAO, les chefs d'État n'ont pas la même conception des choses et ne raisonnent pas de la même façon. Les objectifs que poursuit chaque chef d'État de la CEDEAO peuvent différer, peuvent varier en fonction des intérêts personnels qu'ils ont avec certains États. Et c'est pour ça que, si on considère même qu'à l'intérieur de la CEDEAO, tous les pays ne travaillent pas avec la rigueur nécessaire pour atteindre le niveau de performance obligatoire avant de mutualiser les efforts et les moyens économiques. On peut parier que 2027, c'est pas pour 2023 et c'est 2027. 2027, c'est pas gagné d'avance. C'est pas gagné d'avance. Et si vous voyez même la façon dont les problèmes avec les pays de l'AES sont gérés, vous verrez bien qu'il y a loin de l'unanimité qu'on peut espérer des chefs d'État de la CEDEAO pour conduire à bien le destin de la communauté. Et je crois que je ne trahis aucun secret en disant que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir n'ont d'ambition que de faire en sorte de rester le plus longtemps possible, quel que soit le cas de figure considéré. Et à partir de ce moment, on peut dire que les intérêts poursuivis par chaque chef d'État pour se maintenir passent un peu avant les intérêts de la création d'un ensemble. Alors, venons-en justement à cette performance que vous saluez de la CEDEAO, qui quand même l'année prochaine va fêter, il me semble, je crois que l'année prochaine c'est 50 ans d'existence. En tout cas, vous dites que c'était une grosse machine qui a quand même fait ses preuves, etc. En tout cas, du point de vue économique et social, qui sont ses principaux chantiers. Moi, je veux bien savoir qu'est-ce que la CEDEAO a pu apporter vraiment pour la bonne santé économique et sociale de la sous-région. Vous voulez me parler de la monnaie? Elle ne survit, sinon de la stabilité économique, elle ne survit que par, justement, je dois dire, ce taux de parité fixe de la monnaie utilisé par la majorité des pays appartenant à cette organisation, qui fait que la monnaie, ma foi, garde quand même une certaine stabilité. Sinon que dans les autres pays qu'une monnaie nationale, c'est très difficile. Je ne vais pas parler des crises épileptiques successives au niveau du Nigeria, le CDI
crédit ghanéen qui quand même souffre beaucoup, la monnaie guinéenne aussi qui fait des errances et des taux fréquentes, pardon. Quand on voit un peu tout ça, on n'a pas l'impression qu'il y a une certaine harmonie qui favorise une émergence économique en tant que telle. Quand on regarde tout ça, il y a surtout la crainte de se détacher du système de péréquation actuel. Parce qu'on se dit, il y a des pays aussi puissants que le Nigeria, aussi puissants que le Ghana, qui n'arrivent pas à gérer leur monnaie avec stabilité. Et si ces pays-là, enfin, une locomotive comme le Nigeria a des difficultés avec sa monnaie, le confort du CFA est préférable à tout ce que... Oui, mais ça se refusait à tout effort. C'est exactement ça, c'est se refuser à tout effort, c'est se refuser à toute rigueur pour aboutir à un résultat supranational au bénéfice de tous les membres de la communauté. Mais le problème est que les régimes changent, que les hommes changent et que les hommes qui changent n'ont pas les mêmes ambitions. Et c'est un peu ça qui est le problème de la CEDEAO, parce que en même temps qu'il y a des présidents qui prennent le pouvoir par les armes que nous déplorons, il y en a qui tripatouillent la Constitution et qui ne sont plus légitimes du tout et qui sont obligés d'avoir de grosses compromissions avec les puissances occidentales pour pouvoir se maintenir. Et ces compromissions les amènent à saper, quand c'est nécessaire, les efforts que certains États font pour sortir il en est de même de la monnaie. Pour le plan social, je veux dire, on n'a pas l'impression que la CEDEAO apporte grand chose, en tout cas la bonne ambiance sociale entre les peuples. Les peuples étaient déjà très proches de la sous-région et n'avaient pas besoin d'une organisation comme la CEDEAO pour se parler. Vous voyez depuis le Mali, en traversant le Burkina Faso, etc., le Niger jusqu'au Nigeria, vous avez le Haoussa qui se parle, vous avez la langue peul qui se parle, les peuples commercent gentiment et tranquillement, donc on n'avait pas besoin d'une CEDEAO. Non, mais la CEDEAO a formalisé tout ça. Et c'est très important de savoir qu'aujourd'hui, vous avez cité un certain nombre de pays, nous avons des corridors. Et ces corridors ont été créés par l'union douanière, ont été créés par un certain nombre de tests économiques qui font qu'aujourd'hui, le citoyen a une liberté d'aller et de venir au sein de la communauté, les biens peuvent aller et venir au sein de la communauté. C'est une avancée extrêmement importante et ça, ne serait-ce que ça, c'est un mettre à l'actif de la CEDEAO et ça suffit largement à maintenir la CEDEAO dans l'état où elle est, au moins pour qu'elle continue de nous garantir cela. Parce que vous n'avez pas idée de ce que ça pourrait être comme contrainte pour les citoyens d'avoir à négocier leur passage à chaque frontière selon les lois spécifiques qui régissent leur pays et qui régissent leur pays et le pays d'accueil. Bon, ne serait-ce que par la libre circulation des personnes et des biens, il faut considérer que la CEDEAO est une avancée très très importante et qu'il faut maintenir. Et c'est pour ça que moi je plaide que, étant donné le succès indéniable que la CEDEAO a sur le plan économique, que la CEDEAO reste une organisation d'intégration économique et permette aux Africains de refuser carrément le chantier politique, l'affaire de coup d'État, l'affaire de limitation des mandats avec, je dois dire, le protocole de Lomé, les histoires militaires aussi. Oui, parce que non, si la CEDEAO en est arrivée à adopter ce protocole, c'est parce que les coups d'État aussi sont extrêmement perturbateurs pour la CEDEAO. Ça faut se les donner à chaque fois. Et donc, lorsque le pays a un coup d'État, le pays a tiré un peu en arrière, en bas, et ce pays tire toute la CEDEAO vers le bas. Parce que tout est à recommencer, il faut, quand vous suspendez la Constitution, que vous suspendez l'Assemblée nationale, que vous suspendez les institutions de la République, en même temps, il y a un effet économique direct, parce que vous ne pouvez plus continuer d'échanger de manière très orthodoxe, très normale, avec tous les autres pays de la CEDEAO et les partenaires. Donc, on est obligé de vous exclure à chaque fois d'un certain nombre de choses, et ça tire la communauté vers le bas. Et ce genre de choses a été pendant longtemps à l'origine du retard dans l'adoption véritable de l'éco et de sa mise en œuvre. Donc, si nous continuons aujourd'hui à avoir des chefs d'État qui viennent au pouvoir d'une façon pas constitutionnelle, anticonstitutionnelle, on aura des difficultés à avoir une véritable CEDEAO. Mais à
côté de la CEDEAO... Voilà que quand la CEDEAO met son nez, ça lui tombe... Ça ne marche pas du tout. Pourquoi en réalité? Parce que tout le monde considère que c'est une organisation d'intégration économique. Qu'est-ce qu'elle a à foutre dans les questions politiques? C'est ça. Parce qu'au départ, elle n'était pas dedans. Et aujourd'hui, personne n'accepte qu'une organisation qu'on a créée, non pas pour gérer la souveraineté des États sur le plan politique, vienne nous dire ce que nous devons faire sur le plan politique. Et donc, à côté de la CEDEAO, les États africains peuvent réfléchir, du moins les États de la sous-région peuvent réfléchir à créer une instance de régulation ou de contrôle, je ne sais pas, ou d'accompagnement pour les questions politiques de l'Ouest, les questions politiques qui soient totalement étrangères à la CEDEAO, parce que c'est ce volet qui tue complètement la CEDEAO et lui fait perdre sa valeur qui n'est pas négligeable du tout si l'on considère le chemin que l'organisation a parcouru jusqu'à aujourd'hui. Voilà, il faut dire quand même qu'il y a sur certains chantiers, notamment politiques, que la CEDEAO quand même a réussi à avoir quelques résultats, disons, positifs. Je veux penser par exemple à l'ECOMOG et à ce qu'elle a pu faire, cette armée, au niveau donc du Libéria, de la Sierra Leone et compagnie. Je veux parler aussi de ce qu'elle a pu faire, cette CEDEAO avec la Gambie de Yaya Jammeh qui ne voulait pas quitter le pouvoir, etc. C'est quand même de petits résultats qui montrent qu'avec le recul, elle peut surfer sur ce chantier. Alors, tout à l'heure, je vous disais que la CEDEAO n'est pas capable d'avoir une force en attente. Elle n'est pas capable d'en avoir une qui soit autonome et financée par la CEDEAO. Donc, ECOMOG, en réalité, c'est une force qui a été mise en place et qui a été un peu, je vais dire, derrière laquelle se sont cachées des puissances pour régler des problèmes. ECOMOG n'était pas une initiative financée et autonome de la CEDEAO. Donc, à partir de ce moment, on ne peut pas mettre la preuve que ces puissances-là ont décidé. Mais le temps martial face à Yaya Jammeh a donné des résultats. Oui, parce que la Gambie est un tout petit pays, qui a une armée négligeable, et que les Gambiens n'ont même pas osé affronter la CEDEAO pour la simple raison que Yaya Jammeh lui-même, me semble-t-il, parallèlement, a négocié et obtenu des avantages. La preuve, c'est qu'à ce jour, il n'est pas inquiété. On ne va pas vexer les Gambiens de toute façon. Alors, Anissé Carlos Oké, merci beaucoup. On a mordu quelques 2-3 minutes sur le temps qui nous est imparti. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. On va présenter nos excuses à Augustin Villicon et à toute son équipe. À la prochaine pour un autre numéro.